Oui, alors on va sortir des gilets jaunes pour passer à de la politique française à la politique mondiale, on va dire. C'est assez cohérent. Et il y a deux sujets en ce moment très intéressants. L'Algérie, puisqu'on voit bien que ce qui se passe en ce moment avec les élections, qui d'ailleurs n'auront pas lieu. Et puis aussi la question israélienne, puisque ce que je remarque moi, c'est que la question n'est pas de savoir si on conteste le droit à exister d'Israël et si c'est de l'antisémitisme déguisé, etc. C'est que de toute façon, Israël est un espèce d'accident de l'histoire qui n'a pas d'avenir. Israël finira par disparaître. Hein, ça finira en Masada. 2,000 years ago, the desert fortress Masada witnessed the tragic end of the first Jewish war against the Romans. The remnants of the battle remain for archaeologists to discover, but it's the chilling account from the historian Josephus that has sealed Masada's place in history. With certain defeat looming over them, the Judean rebels chose to die on their own terms rather than face capture by the Romans, killing themselves in a mass suicide. Men, women, and children. This event looms large in the cultural memory of the Jewish people, and it's even solidified in the national consciousness of the State of Israel today, as soldiers from the Israeli Defense Force have historically taken part in a swearing-in ceremony at Masada, reciting a slogan made famous by an Israeli poet. Masada shall never fall again. Et d'ailleurs, ce Masada sera fait par des types de type LDJ, c'est-à-dire des juifs maghrébins du peuple qu'on a dans le 19e et le 20e arrondissement, alors qu'au départ, c'est un projet de la grande bourgeoisie russo-polonaise, hein, c'est-à-dire ashkénaze. Donc c'est assez drôle que finalement, ceux qui se battront jusqu'au bout pour ce projet sioniste ne sont pas du tout ceux qui l'ont créé, et qui étaient plutôt d'ailleurs ceux qui méprisaient ceux qui se battront jusqu'à la mort pour. D'ailleurs, petite remarque aujourd'hui, j'ai trouvé ce petit truc en y réfléchissant il n'y a pas longtemps, pourquoi Jacob Cohen, justement, qui est juif marocain, est tellement antisioniste. En fait, l'explication se donne en une phrase. C'est parce qu'au Maroc, il était le juif des Arabes, et que quand il s'est retrouvé en Israël, il est devenu l'arabe des juifs. Il y a un autre problème en Israël, par exemple, Annick, qui a dû prendre, avec son nom séfarade de son mari, elle n'a pas pu travailler en Israël, elle ne trouvait pas de boulot, comme par hasard. Une avocate qui a fait l'équivalence et tout, mais non. Elle a pris le nom de son mari, qui est Sfarad, qui est Ashkenaz. Il est Ashkenaz. Mais il y a Kletz aussi. Et bah tout d'un coup, elle a trouvé du boulot. Mais même si elle est typée. Kletz, il y a un problème. Sa mère, et même Akiba. Akiba, comment un jour il voulait mettre son fils dans une école et on lui a dit non, tu es séfarade. C'est pas possible. C'est pas possible d'arriver là-bas. Nous, on a une culture, on se sent, on a du travail, on vit dans un bel endroit et on arrive là-bas et on a l'impression qu'ils nous voient comme comme des Arabes. Hein? Essayez de réfléchir à ça et vous allez comprendre que ça dit tout sur un des mensonges d'Israël et qui fait que cet État transitoire rempli de contradictions n'a pas de pérennité et ne peut pas durer. Alors après, on peut expliquer pourquoi il est rempli de contradictions. Déjà, pour commencer, parce que c'est un projet qui se justifie par la religion, hein, c'est-à-dire cette terre nous est promise par la Bible, alors que les rabbins orthodoxes sont antisionistes, parce que il est bien écrit que c'est seulement après le retour du Messie que les Juifs pourront retourner en Palestine occupée, et que pour l'instant, s'ils sont en diaspora, s'ils errent, c'est parce que c'est un châtiment divin, parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. I mean, even look at these people there, yes? What is Jewish about them? They're just born by Jewish parents, but they don't keep Shabbos, they don't eat kosher. I mean, what is Jewishness? Who creating Zionism? A complete secular person, not a rabbi. He was Herzl. He was a secular person. He didn't make for his child a circumcision, even not. A bris milah. He didn't make for his child. He comes to learn us what is the way of Judaism. We have to look for the true rabbis. What is the way of Judaism? Why in all the 2,000 years no one of these rabbis comes up with this idea to go up? Put you in Gulas, stay in Gulas, stay in Gulas. Don't go out by force. Aujourd'hui, c'est pour répondre à Meir Habib. Meir Habib dit ce pays est le nôtre parce que la Bible nous l'a promis, alors qu'en fait, la lecture traditionnelle de la Bible leur interdit d'y retourner. Donc déjà, première contradiction. Deuxième contradiction, c'est un pays qui a été voulu
par des Russo-Polonais, c'est-à-dire des Européens qui sont des Khazars, qui n'ont rien de sémites, au milieu du monde arabe, en déclarant la guerre et en déstabilisant tous les pays autour. Ça a été l'Égypte, le Liban, l'Irak, la Syrie, ils sont en train de foirer, la Jordanie évidemment, aujourd'hui même à distance le Yémen, et même par effet rebond à un moment donné aussi l'Arabie Saoudite. Donc c'est un pays, comme d'ailleurs ils le reconnaissent, de quelques millions d'Européens, entourés d'Arabes musulmans qui sont eux dans leur sphère historique et géographique, et qui de toute façon se sont maintenus en générant le chaos intégral autour d'eux. Et ça deviendra forcément de plus en plus dur pour eux, et on le voit déjà avec le Hezbollah libanais, avec le fait qu'ils n'ont pas réussi à pousser l'Amérique de Trump, et même d'ailleurs d'Obama avant, à la guerre contre l'Iran, qui lui est la Perse, c'est la Perse millénaire, qui sera là, qui était là avant Israël et qui sera là après Israël, comme le disent très bien d'ailleurs les mollahs chiites et comme le disait très bien Ahmadinejad. But aren't you playing with fire? The potential of an Israeli military strike? Do they want to attack us? They're not a factor in our defense doctrine. We don't even count them. You don't plan for that at all? They're finished. The Zionist regime is finished. They can't even manage Gaza. They want to get into a conflict with Iran. Donc tout ça fait que Israël est un pays très fragile. C'est aussi un pays totalement parasite économiquement, contrairement à ce que disent les prétentieux. C'est un pays qui ne vit que des prêts non remboursables faits par l'Amérique à Israël. C'est aussi un pays qui vit de l'aide militaire intégrale, pareil, totalement abusive. C'est du crédit jamais remboursé en armes de la puissance militaire américaine. For the year 2014, Israel has received $3.4 billion from the foreign aid budget. That's $9,315,068 per day. If you add grants and loans, Israel has received since 1949 a grand total of $134.21 billion. And Cheryl MacArthur's calculations are modest. A respected economist, Dr. Thomas Stauffer, estimated that Israel cost the U.S. about $1.6 trillion between 1973 and 2003 alone, more than twice the cost of the Vietnam War. Ça vit aussi du racket qu'il prétend éternel mais qui ne pourra pas durer toujours, qui est fait de l'Allemagne, et aussi par des lois fiscales cachées comme vous pourriez le découvrir en France, du racket en fait du monde occidental entier. C'est un pays qui n'est pas économiquement viable, qui n'est pas géopolitiquement viable, qui n'est pas théologiquement viable. C'est aussi un pays qui n'est pas sociologiquement viable, puisque le peuple juif étant, comme l'a bien dit De Gaulle, un peuple d'élite. Sûr de lui-même et dominateur. Sûr de lui et dominateur, mais un peuple d'élite, on ne peut pas faire marcher un pays avec 70% de profession libérale. C'est une pyramide inversée, Israël. Et d'ailleurs, pour que ça fonctionne, ces gens qui sont majoritairement des professions libérales, des mondes du tertiaire, et qui ne sont pas du prolétariat et du monde du travail, puisque effectivement, on voit très peu de juifs travailleurs de base, et les kibboutz, c'était une vitrine, une escroquerie, et ils ont tous disparu. Il n'y a pas de juifs paysans, c'est pas vrai. Il n'y a pas de juifs maçons, il n'y a pas de juifs, c'est très très rare. Ça ne pouvait fonctionner que sur l'esclavage des Palestiniens. Et le calcul qui était fait dès le départ par les fondateurs d'Israël, comme Chaim Weizmann ou Jabotinsky, qui sont des gens d'extrême droite, quand on regarde leur vision du monde et même leurs écrits, parce qu'ils se cachent pas tant que ça, ils comptaient en fait sur les esclaves palestiniens. Parce que selon eux, les Palestiniens qui n'étaient pas une nation, mais qui dépendaient en fait du califat, c'est-à-dire de la Turquie, il était pour eux évident que comme ils obéissaient aux Turcs, puisqu'ils appartenaient en fait à des grands propriétaires terriens turcs souvent, ils obéiraient à leur nouveau maître israélien. Or, pour des raisons dialectiques de l'histoire, un peu d'ailleurs comme on parlera après de l'Algérie, les Palestiniens qui n'étaient pas une nation sont devenus une nation à force de résister à l'oppression ultra-violente des Israéliens. Et aujourd'hui, les intellectuels israéliens, parce qu'il y en a évidemment, ont admis comme certitude que jamais les Palestiniens ne se soumettraient à eux, qu'ils sont accrochés à leur terre, on le voit à Gaza, et que
il leur tiendrait tête jusqu'au bout et pour l'éternité. Et que donc, après avoir raconté le baratin des falachas, c'est-à-dire avoir juivé des Noirs pour avoir des esclaves noirs, après avoir fait signer des contrats à des Chinois pour que les Chinois ne métissent pas cette race juive qui doit rester pure. Je rappelle que le principe fondamental du judaïsme, c'est le mur. C'est la séparation entre les élus et les goïs. Voilà. Donc, dès lors que les Israéliens seront obligés eux-mêmes d'assumer le travail du secteur primaire et secondaire, c'est foutu. You will see, we go and we start to work and we build kibbutzim, and they did, and they worked for 2 weeks, and then they realized that the Arabs were cheaper. Ce qui veut bien dire que quand on comprend le juif comme le comprend d'ailleurs Bernard-Henri Lévy, qui est incohérent dans son sionisme, c'est comme c'est un peuple d'élite qui est toujours placé dans la superstructure, il ne peut exister qu'en diaspora, puisqu'il faut que le goy fasse le boulot de cultiver la terre, c'est-à-dire assume le primaire et le secondaire, la chasse, la pêche, l'industrie lourde, etc. Il n'est pas question qu'un fils d'avocat qui a fait des études supérieures se retrouve à travailler dans des hauts fourneaux ou se retrouve pompier ou soldat de la troupe. Because Israelis no longer use Palestinian workers, cheap labour is imported from elsewhere. Moti Orion is the managing director of Global Manpower. He has imported some 8,000 workers, among them many Chinese. At present, he is seeking to expand his activities into South America. ארגנטינה היום בנויה מ-50-60 מיליון. כל העולם בונים. ישראלים לא טובים. ישראלים טובים? ישראל יש פה רק 4 מיליון. אף אחד לא רוצה לעבוד. אני בונה את המדינה הזאת, או ערבים או עובדים זרים. אתה לא רוצה את הרצף הזה? No Jewish mother will send the son or the daughter to work in construction. Why not? Why not? Because the Jewish mother want all the time the son to work in, to be a doctor, to be a lawyer or whatever. And this is the main reason. No one go to work. It doesn't matter. Even if we have some people that not qualified and not working, and they still don't want to do the work. It doesn't matter what we offer to them. Israël est un pays condamné à terme, c'est-à-dire que les Israéliens aujourd'hui, par exemple, la jeunesse israélienne, qui ressemble beaucoup à la jeunesse européenne bobo, se défonce, s'amuse. On voit bien que Tel Aviv est une des capitales de l'homosexualité et n'a plus envie de faire l'armée et d'aller d'ailleurs assassiner des Palestiniens à Gaza. C'est des bourgeois bobos, ils sentent très bien que c'est de la violence qu'ils n'ont absolument pas envie d'assumer, et je le mets d'ailleurs à leur crédit. I remember when I was in middle school. And I came back from summer vacation, and it was during the second Intifada, and several of my classmates were telling these very racist jokes against Arabs, and everyone in class seemed to be okay with it, not out of malice, but just accepting the racism as something normative. Once society accepts racism as something that's so normal, and militarism and violence and the ongoing war and the oppression of the Palestinian people, when it's become normal, I knew I had to do something radical against it, to protest. Les Israéliens nés en Israël, cette jeunesse bobo de la bourgeoisie à l'occidentale, n'a absolument pas envie d'incarner les délires de Netanyahou ou des anciens, comment on dit, Sabra, dont la figure la plus admirée par l'extrême droite française était Moshe Dayan. Ils n'ont pas envie d'aller crever pour ça. Ils préfèrent de plus en plus retourner finalement d'où ils viennent, d'une certaine manière, c'est dans les capitales d'Europe, parce que la vie est bien plus agréable à Londres, à New York, à Berlin même d'ailleurs, et à Paris que à Tel Aviv et à Jérusalem. Je rappelle d'ailleurs que Israël a été créé pour que les Juifs aient un pays où ils soient en sécurité par rapport à l'antisémitisme mondial. Or, le pays le plus dangereux au monde pour un Juif aujourd'hui, le pays où un Juif peut se faire poignarder dans un abribus, c'est Israël. C'est ça le paradoxe. La justice immanente hegélienne, qui est le prix à payer pour ce mensonge, c'est que le pays le plus dangereux pour les Juifs aujourd'hui, c'est Israël. C'est clair et net, c'est vérifié par la statistique. Et autre aussi remarque, aujourd'hui, ni les Juifs laïcs ne veulent faire l'armée et aller mourir pour Israël, ni les orthodoxes, enfin je veux dire les orthodoxes israéliens, qui sont d'ailleurs des hérétiques par rapport à l'orthodoxie antisioniste. Alors eux, ils mènent la guerre des ventres par rapport aux Arabes israéliens, mais ils ne veulent pas faire l'armée non plus. Je fais remarquer d'ailleurs que les religieux israéliens sont des purs parasites.
On est toujours dans ce truc parasitaire. C'est-à-dire qu'eux, ils exigent d'étudier la Torah, et donc l'exégèse de la Torah qui est le Talmud toute la journée, et de ne pas faire l'armée et de ne pas travailler. Et ils font des gosses qui sont censés faire la même chose. Donc il y a un problème, à un moment donné, c'est le problème du parasitisme et le problème de la production. Les ultra-orthodoxes ne servent pas dans l'armée, beaucoup d'entre eux ne travaillent pas, et ils ne contribuent pas à la société car ils ne payent pas de taxes. À Jérusalem, ils sont très nombreux et du coup, c'est l'une des villes les plus pauvres d'Israël. Donc, si on prend l'Israël par tous les bouts, Israël est un pays totalement aberrant. La question qui arrive derrière, c'est que où vont aller ces millions d'Israéliens quand à un moment donné, ils se rendront compte qu'Israël devient invivable pour toutes ces raisons. Ils vont retourner dans les endroits agréables pour eux, et je rappelle, heureux comme Dieu en France, ils vont retourner en grande partie en France. Or, je rappelle que déjà, nous sommes à la limite de l'explosion en France, malgré la dictature du CRIF et l'interdiction de prononcer le mot qui tue, avec 600 000 juifs qui occupent tous les bons postes, comme vous le savez déjà, et omniprésents dans la superstructure, qu'elle soit politique, culturelle, c'est-à-dire parasitaire. Voilà. Donc, imaginons que sur les 6 ou 7 millions d'Israéliens, nous ayons par exemple 2 millions d'Israéliens qui se rabattent en France, qui est leur deuxième terre promise. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, voilà. Est-ce que vous pensez que le goy en souffrance déjà maximale et qui a très envie de prononcer le mot qui tue... La caste supérieure qui décide que tout le reste doit dégager. Est-ce que vous pensez que le CRIF va pouvoir maintenir la paix sociale à coups de pompe dans le cul? Est-ce que vous ne pensez pas que des petits sorals vont se multiplier par dizaines et par centaines? C'est évidemment ce qui va arriver, voilà. Donc... il faut déjà s'y préparer. Moi, je propose des solutions pacifiques, intelligentes, mais il y a des gens qui, visiblement, ont la nuque raide et ne retiennent pas les leçons de l'histoire, parce que c'est l'histoire qui se répète à chaque fois. Je rappelle de ce qui s'est passé en France, sous d'ailleurs la Troisième République, entre 36 et 39. Écoute, des camps de concentration, il y en a eu à toutes les guerres, dans tous les pays. En France, en 1939, avant que la guerre éclate, il y avait 49 camps de concentration, où on a d'ailleurs enfourné tous les juifs, le gouvernement de Front Populaire, on est tous les juifs là-dedans au début de la guerre.